Ici André de la Roseville. Bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 16 avril 2017. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. Monsieur Rocaudet, maire de Bonaventure, nous informe au sujet du comité sur les aéroports régionaux de l'Union des municipalités du Québec. Résolution portant sur une participation financière à la fabrique de Notre-Dame de Passepébiac lors de l'Assemblée régulière du 10 avril dernier. Inauguration d'un mur d'escalade à l'école François-Thibault de Bonaventure. La deuxième partie du reportage de Thierry Haroun au sujet des démantèlements des camps de chasse sur les terres de la Couronne, en Gaspésie. Sylvain Badram nous informe au sujet des petits plats givrés de la baie. Jacques Langelier nous parle de la popote roulante. Le maire de Bonaventure, M. Rocaudet, participait le 30 mars dernier, à Québec, à une réunion du Comité sur les aéroports régionaux de l'Union des municipalités du Québec. Nous l'avons rencontré à ce sujet. On s'est réunis le jeudi dernier à Québec, un membre de comité d'aéroports régionaux, présidé par Daniel Côté, le maire de Gaspé. C'est l'UMQ qui a initié ce comité-là pour, en prévision du sommet sur les aéroports régionaux qui va se dérouler en février 2018. Donc, le gouvernement nous avait initié ça à l'automne dernier. Ça devait se faire en 2017, mais considérant les élections qui s'en viennent, ça va être fait en février 2018. Donc, on est en préparation de toute l'information qu'on veut être sûr qu'il soit traitée dans ce sommet. Principalement, je vous dirais, ça concerne les immobilisations des aéroports. Ça concerne aussi les tarifs, donc les prix des billets et les dessertes aériennes. Il faut se rappeler que les aéroports régionaux dans le coin de la Gaspésie, on a 4 aéroports. Dans la région, on a un aéroport à Saint-Anne-des-Monts qui est de la MRC, on a un aéroport à Bonaventure qui appartient au MTQ, ministère des Transports du Québec, puis on a l'aéroport de Rocher-Percé qui appartient aussi à la MRC, de Rocher-Percé, et l'aéroport de Gaspé qui appartient à la ville de Gaspé. Donc, il y a 3 infrastructures en Gaspésie qui sont sous la responsabilité des municipalités ou des MRC. Puis, il y a des coûts inhérents à tout ça, donc assez importants. Nous, à Bonaventure, on est choyés. On a un aéroport qui appartient au ministère des Transports qui a régulièrement des investissements et des mises à jour au niveau des infrastructures et des équipements. Donc, on en profite largement, puis peut-être pas assez, je vous dirais même des fois, là. Donc, on travaille à ce niveau-là. Il y a une étude qui a été lancée par Explorer Solutions, par le comité, avec Explorer Solutions, pour faire état de situation au niveau des immobilisations. C'est la première étude qui va être livrée. On s'attend autour du mois de mai-juin. Février 2018, le gouvernement provincial vont nous convoquer, mais ils ont émis la possibilité de faire ce sommet-là à l'automne dernier. Mais oui, c'est en prévision de ça. Donc, on va préparer tous nos argumentaires pour démontrer au gouvernement la situation réelle qui se passe au niveau des infrastructures aéroportuaires municipales et des MRC, et aussi tout ce qui concerne la problématique de coût de billets, donc la problématique de transport. C'est toujours dans la politique de développement de mobilité durable, c'est-à-dire que le gouvernement initie cette démarche-là. Puis nous, c'est important en Gaspésie, on a quand même le train qui est déficient, on a l'autobus qui est déficient, puis on a l'avion qui coûte cher. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui nous reste? C'est de prendre notre voiture et partir. Mais c'est ce qu'on veut tenter d'éviter, puis de démontrer aux gens, démontrer au gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a des moyens de transport qui doivent être utilisés, puis d'en faire la promotion. Donc les transports aériens, c'est ce volet-là qu'on tente de développer au maximum. Très satisfait. On a la chance de voir plusieurs interlocuteurs, plusieurs intervenants des ministères. On a rencontré je cherche le terme, là, mais c'est ceux qui sont responsables des douanes au niveau fédéral. Donc, on a rencontré le ministère des Transports du Québec aussi et ses fonctionnaires. Donc, on rencontre plusieurs intervenants de même pour recevoir de l'information, mais leur faire part aussi déjà de nos préoccupations. Puis, ça nourrit, je vous dirais, le comité pour pouvoir déposer un mémoire au niveau du sommet. Rappelons que le comité a entrepris la réalisation d'une vaste étude à laquelle la ville de Bonaventure entend participer, qui documentera et évaluera les coûts liés au maintien et au développement des pistes, des voies de circulation et des aires de stationnement, ainsi qu'à l'acquisition et la réfection d'équipements de service, de sécurité, d'entretien et d'accueil. Lundi, le 10 avril dernier, à l'hôtel de ville de Passepébiac, avait lieu l'Assemblée régulière municipale. À l'ordre du jour,
Résolution portant sur une participation financière à la fabrique de Notre-Dame de Passepébiac. Point 20, résolution portant sur une participation financière à la fabrique de Notre-Dame de Passepébiac. Considérant que la fabrique de Notre-Dame de Passepébiac se lance dans un vaste projet de réfection des fenêtres de son église. Considérant que les sommes requises pour assurer la réalisation du projet totalisent 500 000 $. Considérant que la direction de la fabrique a formulé à la Ville une demande de participation financière de la Ville. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal se prononce en faveur de la demande et mandate la direction du service des finances et de la trésorerie d'indiquer aux dirigeants de la fabrique que la participation financière sera de 500 $ sur une base annuelle et que la direction établisse les modalités de participation et que la présente autorise le maire et la directrice du service de la trésorerie et des finances à signer les documents requis à l'entente. Il faut préciser, pour le bénéfice des auditeurs, c'est que la fabrique a demandé 500 $. C'est ça, c'est le même montant qui avait été demandé par la direction de la fabrique. Si vous me permettez, lorsqu'on parle sur une base annuelle, on ne parle pas de l'échéance du temps. C'est sur 20. Non, c'est sur 10 ans. Ils Sur ont fait leur prêt de 500 000 $, mais le conseil municipal, évidemment, là, il est sur une base annuelle, mais on n'a pas dit le nombre d'années. Alors, donc, bon, c'est correct, c'est juste une précision pour l'auditoire et pour moi-même en même temps. S'il n'y a pas de questions, j'aurai une proposition. Puis, est-ce que ce serait bon de rajouter là, on y va sur une base annuelle, mais correspondant à l'échéance du prêt de la fabrique? Ben, c'est-à-dire que on peut le faire. Ce qu'on a compris, c'est qu'ils ont fait des prêts, ils font des surplus. Et leur surplus est fondé sur les bingos. Les bingos, là, actuellement, ils vont chercher pas loin de 40 000 $ par année avec ça. Mais donc, le reste à peu près 10 à 12 000 à aller chercher. D'où ils font une collecte de fonds, puis ils vont faire une campagne de souscription. Mais, montage financier. Mais c'est parce qu'il pourrait aussi arriver que, tu sais, si le bingo tombe dans 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, qu'il y ait d'autres demandes. Et ça correspond à la demande qu'elle a faite. Oui, Absolument. Donc, je fais ma proposition. Bon, proposé par M. Christian Grenier. Ça me prendrait un appui. Mme Gillon Sanson. M. Huard, est-ce que vous êtes en accord? Oui. M. Delarue? D'accord. Donc, c'est l'adoption unanime. Merci. Rappelons qu'au début de cette année, les paroissiennes et paroissiens de Passepébiac furent invités à contribuer 30 $ par année afin de combler le manque à gagner du remboursement annuel de l'emprunt qui est de 42 000 $ par année sur une période de 12 ans, nécessaire à la réalisation du projet du changement des fenêtres de l'église Notre-Dame de Passepébiac, évalué à environ 500 000 $. Lundi, le 10 avril dernier, à l'école François-Thibault à Bonaventure, avait lieu l'inauguration d'un mur d'escalade. Télévague s'y est déplacé pour vous pour l'occasion et vous a préparé ce qui suit. D'où vient l'idée d'un mur d'escalade ici à l'école François-Thibault? Oui, bien en fait, il y a un petit bout de temps de ça, lors d'une réunion du conseil d'établissement, c'est un papa, Daniel Arsenault, pour le nommer, qui est venu nous rencontrer en nous expliquant que chez eux, il avait fabriqué un petit mur d'escalade dans son garage, puis que ses garçons, puis les amis aussi qui allaient chez eux prenaient beaucoup de plaisir. Puis il est venu nous parler de certaines écoles au Québec qui avaient un mur d'escalade de type traverse dans les écoles primaires là, pour permettre aux enfants de grimper de façon sécuritaire. C'est un projet qui nous a plu tout de suite. C'est différent de ce qu'on a habituellement à offrir aux enfants. Puis grimper, mais dans un environnement sécuritaire, c'est pas facile à offrir non plus. Donc, on a embarqué dans le projet, puis on a fait une recherche de commanditaires, de partenaires pour nous soutenir dans ce projet-là. Est-ce la seule école de la région possédant une telle installation? Au niveau de la Gaspésie, au niveau de la commission scolaire René Lévesque, là, c'est le premier mur d'escalade de type traverse dans les écoles primaires, à ce que je sache, en tout cas. Fait qu'on est très, très, très fiers de notre beau mur d'escalade, qu'on a choisi d'ailleurs aux couleurs des Acadiens, au niveau de l'Acadie, effectivement. C'est fait dans le cadre de l'éducation physique, beaucoup. Ça peut se faire aussi avec le service de garde, ça peut se faire aussi avec les enseignantes. Mais ça pourrait être aussi utilisé avec la municipalité après les heures de classe ou même les fins de semaine.
le camp de jour, l'été, ils vont pouvoir l'utiliser aussi quand ils utilisent le gymnase. Fait qu'on est bien contents de ça. Est-ce que ça s'adresse seulement aux élèves de tout âge du primaire? Tout âge de primaire et même aux adultes. Parce qu'au niveau de la sécurité, il y a une formation qui a été donnée aux enseignants là-dessus. Fait qu'il y a une certaine hauteur que comment tomber, comment se protéger, quelles règles à appliquer aussi pour être sûr que ce soit sécuritaire. Mais tout le monde peut l'utiliser, effectivement, adultes et petits. 7 à 77 ans, comme on dit. S'il y a des personnes intéressées à utiliser le mur, mais en dehors des heures de cours, y a-t-il une procédure quelconque à suivre? C'est sûr que pour l'école, présentement, il est réservé pour l'école. Si jamais il y a des gens, des adultes, par exemple, qui voudraient faire de l'escalade, pourraient communiquer avec la municipalité. Parce que la municipalité pourrait offrir des heures pour le mur d'escalade en soirée. Il y a plein de défis qui peuvent être lancés. C'est pas très haut, mais on se déplace en latéral. Puis, dépendant quelle prise on utilise, comment on le fait, on peut se lancer des défis quand même intéressants au niveau de la force, de la coordination que ça demande, là. Ça a l'air un peu facile parfois, mais ça ne l'est pas quand on grimpe. Le mur d'escalade a été installé quelque part en octobre. Mais avant qu'on puisse avoir les matelas, que la formation ait été donnée aussi, avant que ça soit vraiment tout sécuritaire, parce que je voulais pas autoriser ça avant que tout ait été mis en place pour la sécurité. Fait que ça a pris quelques semaines supplémentaires avant qu'on puisse dire « OK, maintenant vous pouvez l'utiliser » et ça a vraiment bien fonctionné par la suite. Oui, Madame Cathy, l'enseignante d'éducation physique, on a donné dans ses cours, fait que tous les élèves ont pu l'essayer vraiment dans le cadre des cours d'éducation physique. Et des profs aussi? Et les profs aussi, on a essayé de faire une activité après l'école. Il y a quelques enseignantes qui l'ont essayé. Oui, effectivement. Grimper, c'est une activité que les enfants pratiquent souvent de façon naturelle, mais on est souvent obligé de leur dire « grimpe pas là, tu peux tomber ». Fait que, on pense que ça peut semer des graines, puis c'est un début. Peut-être qu'éventuellement, il y aura d'autres structures d'escalade qui seront disponibles dans la région. Merci aux commanditaires. C'est sûr que c'est un projet qui a coûté au-dessus de 17 000 $. Fait qu'on était vraiment contents d'avoir plusieurs commanditaires avec nous. C'est sûr qu'au niveau des commanditaires que j'aimerais beaucoup nommer, on avait la Caisse populaire des 80. On avait aussi Précision NDT. On avait l'Association de la coopérative forestière de Saint-Azéard. Les entreprises PEC. Le ministre Proulx aussi a donné de l'argent un petit peu pour le mur d'escalade. Uniprix, Chaleur Automobile, Chevalier-Colomb, Hôtel Grand Prix. On voudrait aussi remercier particulièrement, on a le mur des commandites qui a été fait et Mme Véronique Lévesque qui a fait le dessin, qui a fait tout le design des commandites. Fait que, merci. Puis nos principaux partenaires dans tout ça, bien, c'est la Ville de Bonaventure, la MRC de Bonaventure aussi. Et on a aussi eu des sous du Grand Défi Pierre Lavoie. Bien, bravo. Merci. Cette installation d'un maximum de 10 pieds de hauteur ne nécessite pas de câble de sécurité vu qu'il n'est pas très élevé. Et de plus, quand il n'est pas utilisé, les matelas se relèvent. Il n'y a donc plus de prise disponible pour les élèves. Cette installation n'est pas un accès libre. Son utilisation sera faite encadrée en tout temps et de façon sécuritaire. Voici, mesdames et messieurs, la deuxième partie du reportage de Thierry Haroun au sujet du démantèlement des camps de chasse sur les terres de la Couronne, en Gaspésie. Rappelons dans un premier temps que notre reportage du 17 mars dernier, qui a fait grand bruit, rapportait que le camp de chasse de M. François Chiasson, situé en terre de la Couronne, à une quarantaine de kilomètres de Grande-Rivière, avait été brûlé par le ministère parce que illégal. Par ailleurs, M. Chiasson nous avait montré le résultat d'un brûlage, voilà des années, d'un autobus d'écoliers servant autrefois à la chasse et qui, selon lui, a été fait par le ministère des Ressources naturelles. Un brûlage qui, à l'évidence, n'est pas sans soulever de sérieuses questions quant à l'impact sur l'environnement immédiat et la biodiversité des lieux. À la lumière de nos constatations, nous avons fait une demande d'accès à l'information et parlé au ministère de l'Environnement. Nous avons appris que le ministère de l'Environnement a accordé 1 à 2 permis au ministère des Ressources naturelles par année de 2010 à 2016 pour procéder au brûlage ou au démantèlement d'installations de chasse considérées comme illégaux au titre de la loi. À savoir si le ministère est dans l'obligation de nettoyer les dégâts qu'il a engendrés, Environnement Québec nous a répondu ainsi. À la fin de l'activité du brûlage, le site doit être nettoyé et les cendres et résidus transportés au site d'enfouissement. Le ministère n'impose toutefois pas de délai pour finaliser le nettoyage. Advenant le cas où des citoyens sont témoins de résidus laissés sur place, ils sont invités à contacter le ministère de l'Environnement pour y faire un signalement. Le ministère prendra par la suite les mesures nécessaires
pour faire remédier à la situation. Or, le seul fait qu'il n'y ait pas d'échéancier pour nettoyer le site brûlé a fait sursauter le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre. Quand on n'a pas de délai, le danger, c'est qu'il y ait du laxisme, qu'il y a du retard, que pour des raisons budgétaires, des raisons de toutes sortes, on peut finalement oublier de nettoyer certains sites, puis les conséquences, on le voit, là, on parle par exemple dans les médias, on cite un autobus qui aurait possiblement été détruit par le gouvernement et qui, après 3 ans, est toujours dans l'environnement. Si c'est vraiment le cas, je dis bien si c'est vraiment le cas, c'est vraiment un exemple à ne pas suivre, un exemple de laxisme. Écoutez, les municipalités, les intervenants du domaine de la faune font de la sensibilisation pour que les usagers de la forêt, de la faune, agissent de façon responsable, se comportent en bons citoyens, c'est-à-dire prennent le maximum de précautions pour ne pas laisser de déchets dans l'environnement, pour ne pas laisser de traces. Et là, on brûle, on détruit des bâtiments, puis il n'y a pas d'exigence ou de modalité quant au délai pour ramasser ces déchets-là. C'est un manque. C'est clair que le gouvernement a voulu se laisser une grande marge de manœuvre, mais écoutez, quand une municipalité émet un permis à l'égard d'un citoyen, il y a toujours des délais pour ce genre d'intervention-là. Mais là, le gouvernement, agissant à son propre égard, se donne une grande marge de manœuvre, ne veut pas se créer d'obligations, donc n'a pas fixé de délai, et ça pourrait laisser place à du laxisme, à de la négligence, puis c'est inadmissible. On devrait prévoir des modalités, notamment des délais, pour s'assurer que l'opération soit complétée dans des délais raisonnables. Le député entend bien parler au ministre des Ressources naturelles, Pierre Arcan, en vue d'amender la loi pour que des délais de nettoyage soient imposés au gouvernement. Cette dimension-là ne m'avait jamais été soulevée, honnêtement. Je savais qu'il y avait des destructions de chalets et camps illégaux, mais à savoir qu'il n'y avait pas de délai pour nettoyer les lieux, c'est un élément, honnêtement, qui ne m'avait jamais été rapporté. Et non seulement je pourrais, mais je vais informer le ministre des Ressources naturelles, M. Arcan, dès que je le verrai, la semaine prochaine au plus tard. Le président d'Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron, voit dans le brûlage un geste barbare d'un autre temps. Selon lui, Québec envoie un très mauvais signal, voire contradictoire avec ses propres lois, alors qu'il interdit depuis des années de brûler des déchets à ciel ouvert. On peut l'entendre. Si le gouvernement trouve que c'est pas dangereux puis que le ministère de l'Environnement donne des autorisations pour ça, pourquoi est-ce que nous autres, on le ferait pas? Le gouvernement doit donner l'exemple là-dessus. Là. Ils ont tous fermé des dépotoirs à ciel ouvert qui brûlaient leurs déchets. Là. Fait que ce que je trouve dans tout ça, c'est que le brûlage est une pratique barbare, qu'on devrait même plus autoriser ça. Dans mesure où le ministère est obligé de nettoyer, on s'entend qu'il n'y a pas de délai. Mais dans mesure où le ministère est obligé de nettoyer, pourquoi est-ce qu'il brûle avant d'enlever le camp de là? Commentant à son tour l'aspect environnemental du dossier, François Chiasson y ajoute l'aspect sécuritaire. Le problème, c'est que au niveau environnement, puis le plus gros problème aussi, c'est au niveau sécurité. Comment veux-tu, s'il arriverait quelque chose, c'est quoi qui se passerait? Parce que cet autobus-là est brûlé. Puis en plus, il n'y a aucun signe ou un déflecteur de quoi pour arrêter. Quand tu arrives dans le soir, il n'y a rien qui monte. Il y a une épave là. Il n'y a rien qui est alentour. Il n'y a aucune sécurité. Aucune. Thierry Haroun pour TVCGR, à Grande-Rivière. Afin de venir en aide à ceux et à celles qui en ont besoin, un service de plats surgelés est en place au Centre d'action bénévole Saint-Siméon, Port-Daniel. Ce service est complémentaire à la popote roulante déjà existante. Les plats givrés sont offerts à l'année et viennent combler un manque pour les journées de la semaine où il n'y a pas de livraison de la popote roulante. Nous avons rencontré pour vous Sylvain Badram afin de vous informer à ce sujet. Toutes les semaines, des centaines de petits plats givrés sont préparés sous la supervision de la cuisinière Tammy Chatterton avec une équipe dynamique de bénévoles au High School de New Carlisle qui offre gratuitement l'accès à leur cuisine. Les gens peuvent venir chercher un minimum de 5 plats commandés au Centre d'action bénévole en avisant 24 heures à l'avance. Un service de livraison est aussi disponible 2 fois par mois. On a une gamme de 10 mets différents, de même que 3 soupes, donc qui sont toutes congelées. C'est des mets qui sont autant du poisson, à base de poisson, de viande blanche, de viande rouge, que des pâtes, donc végétariennes.
Et on a également 3 sortes de soupes. Soupe légumes, soupe orge poulet et soupe au pois. Ces plats-là sont destinés à toute personne qui, pour une raison ou pour une autre, se retrouve en incapacité ou en difficulté au niveau de leur autonomie dans une cuisine. On constate que toute personne qui a 65 ans et plus se qualifie pour obtenir ces plats-là. Sinon, si on enlève le critère de l'âge, toute personne qui présente une difficulté à être autonome dans sa cuisine. Et par là, ben, on pense à une maladie, toute personne qui peut être en convalescence, quelqu'un qui est en perte d'autonomie, que ce soit intellectuelle, physique. Ces personnes-là sont en mesure de se procurer des petits plats, en fait. Et aussi, s'adresse aussi aux gens qui sont en soutien directement à ces gens-là. C'est des repas que on considère sains pour la santé, qui sont aussi économiques et qui sont savoureux. C'est des mets qui sont préparés et qui sont toujours en évolution, en ce sens que on essaie souvent d'aller chercher les commentaires des gens pour modifier le menu, pour rajouter des choses. Je vous parlais de nos soupes. Nos soupes, c'est sur des suggestions, des commentaires qu'on avait de nos clients. Et c'est depuis février de cette année, donc février 2017, que les soupes sont au menu. Donc, sont venus se greffer au 10 mai qui était offert depuis l'automne 2014. Si des gens sont intéressés à avoir des renseignements, c'est possible de communiquer avec moi directement, Sylvain, au Centre d'action bénévole, 88 752 5577. On est toujours en recherche de personnes qui seraient intéressées à venir s'impliquer bénévolement dans les cuisines du New Carlisle High School pour faire ces plats-là. Donc, donc, on est toujours en recrutement et les personnes intéressées encore là peuvent nous contacter au Centre d'action bénévole pour venir faire une différence. Puis la gestion de ces plats-là, la production de ces plats-là dépend entièrement de l'implication des bénévoles. Donc, j'en profiterai pour remercier les bénévoles qui font souvent affaire avec nous pour venir fabriquer ces plats-là chaque semaine. Les plats sont offerts au coût de 3,50 $ lorsque ramassés sur place et au coût de 4 $ pour chaque plat à la livraison. Pour ce qui est de la soupe, elle est offerte à 1,50 $ en tout temps. La popote roulante est un service qui consiste à offrir majoritairement des repas chauds livrés à domicile aux personnes ayant besoin d'un appui, leur permettant de demeurer chez elles plutôt qu'en institution, afin de privilégier leur autonomie et de les soutenir dans leur volonté de demeurer dans leur environnement le plus longtemps possible. Il permet aussi d'offrir un répit aux proches aidants. Nous avons rencontré Jacques Langelier pour nous en parler. Nous autres, on fait partie du réseau des popotes roulantes, pas depuis qu'on offre la popote roulante ici. Il faut au moins 5 ans et plus qu'on fait partie de ce réseau-là. Donc, on se fait un devoir et un plaisir surtout de souligner cette semaine-là, parce que la popote roulante, c'est un service comme d'autres, mais qui est terriblement très apprécié, puis existe quand même depuis moult années ici. Ça fait qu'on a voulu souligner l'apport des bénévoles là-dedans, puis de faire un petit clin d'œil aussi aux bénéficiaires, aux personnes qui reçoivent les services de la popote roulante. Donc, ce qu'on a fait au niveau de tout le territoire, c'est-à-dire que nous autres, on descend de Gascon à Percé, là, on a envoyé une lettre très spéciale, dans une carte très spéciale à chaque bénévole, pour lui dire à quel point il était important dans le service, puis à quel point ça aide de nombreuses personnes. Puis pour les personnes qui reçoivent la popote roulante, on avait un budget qui nous permettait de livrer les 2 repas de la semaine gratuitement. Et en plus, on avait une belle petite boîte de chocolat qui contient à peu près 4-5 chocolats, pas beaucoup plus, là, mais que les bénévoles remettaient à tous les bénéficiaires.
Alors ça a été fort apprécié. D'abord, les bénévoles ont adoré d'abord de recevoir une lettre d'appréciation. Puis les bénéficiaires, la petite boîte de chocolat, il y en a, c'est comme s'ils avaient reçu là, un terrible de cadeau inestimable. Ils nous ont appelés pour nous dire à quel point ils avaient apprécié. Merci beaucoup. En tout cas, c'était surprenant puis agréable de voir à quel point là, un détail pour nous autres, une petite boîte de chocolat, 1,5 pièce, là, peut faire toute une différence dans la vie d'une personne. Puis ce qui est important aussi, qu'on a voulu souligner aussi, c'est que les bénévoles, ce n'est pas juste des livreurs de repas. Je dirais que c'est des livreurs d'affection aussi. Parce que souvent, ils vont donner la poignée de main à la personne ou ils vont donner un beau petit bec à la personne. Et pour la personne qui reçoit le repas, c'est pas juste demain, je me couche ce soir parce que je sais que demain, je ne vais pas me casser la tête pour un repas. On va me livrer un bon repas. Mais aussi, je vais avoir l'occasion de voir une personne qui va s'informer de ce que je deviens. Parce qu'il arrive, pas dans 100% des cas, mais il arrive que pour certaines personnes, c'est la seule visite qu'ils ont dans la semaine. Donc, ils ont au moins 2 visites d'intérêt. Fait que ça, ils apprécient ça également beaucoup. Fait que finalement, pour faire une histoire courte, la Semaine québécoise des papas roulantes, c'est un moment important pour nous autres, c'est un moment important pour les bénévoles et les bénéficiaires aussi. Puis je pense que ce qu'on a fait comme activité, là, on a donné un repas gratuit parce que les budgets le permettaient. Quand ils ne le permettent pas, on fait d'autres choses. Mais là, c'est un petit cadeau, non seulement le repas gratuit, mais le petit cadeau en plus. Ça peut toucher combien de personnes environ qui bénéficient? Ça peut toucher une centaine et plus. Oh, oui. Je regardais ça parce que tu as 2 repas par semaine. Puis quand je te dis 100, là, c'est un minimum. Tu as 100 personnes qui reçoivent des repas, puis tu as peut-être, je sais pas, moi, une vingtaine de bénévoles et plus. Quand on compte les bénévoles qui font partie de l'horaire et les bénévoles qui remplacent, ça fait pas mal de monde qui bouge dans une semaine. Au Québec, près de 300 groupes et organismes offrent ce service, ce qui représente une aide à des milliers de citoyens vivant une situation de perte d'autonomie ou ayant besoin de répit. Pour terminer, voici maintenant votre chronique Rendez-vous. Invitation du Club des 50 ans et plus de Bonaventure au souper cabane à sucre vendredi le 28 avril à 17h30 au centre Bonaventure. Le coût est de 10 $ pour les membres et 15 $ pour les non-membres. Le comité des œuvres paroissiales Notre-Dame de Passepébiac vous invite à la réunion générale publique le mardi 2 mai à 19h au local de l'Âge d'or de Passepébiac. Tournoi de cribes au Club des 50 ans et plus de Bonaventure le samedi 22 avril à compter de 13h à la salle Bono Arsenault. Inscription auprès de Irène au 418-392-0280. Crowis militaire organisé par le Club de l'Âge d'or de Gascon vendredi le 12 mai à 20h au centre multifonctionnel. L'Assemblée générale annuelle du Club de l'Âge d'or de Gascon se tiendra le mercredi 26 avril à 18h30 au local du club, au 63B, route 132 Ouest à Gascon. Et voilà ce qui termine l'édition de vos nouvelles d'ici du 16 avril 2017. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.